Le cliché est tenace, d'autant plus que les peuples celtes n'ont transmis aucun écrit aux historiens qui les ont étudiés. Les Celtes eux-mêmes n'avaient pratiquement aucun usage de l'écrit dans l'Antiquité. On a des indices qui prouvent que les druides étaient alphabétisés, mais il n'existe aucune trace écrite laissée par les Celtes eux-mêmes. C'est un vrai choix conscient de ces populations, finalement, de ne pas écrire eux-mêmes directement leur histoire. C'est-à-dire que leur histoire, ils la transmettent, mais de manière orale. Résultat, les seules sources d'informations sur les Celtes provenant de l'Antiquité sont celles laissées par leurs ennemis, en tête desquels les Romains, avec les écrits de César dans la guerre des Gaules. Jules César est une de nos sources principales d'informations sur la vie des Celtes. Il les a conquis, il les a combattus. Forcément, les Celtes qu'il a rencontrés, à qui il a eu affaire, ce sont des guerriers. Et donc, forcément, c'est une grande part de ce que nous connaissons du monde celtique. C'était en partie une propagande de guerre, mais aussi un moyen de représenter l'adversaire comme particulièrement primitif, barbare et de culture rudimentaire. Les ennemis grecs ont eux aussi participé à la création du cliché celte. Il en va de même pour les descriptions des guerriers celtes faites par Poséidonios ou Strabon, selon lesquels ils se battent en duel pour les meilleurs morceaux de viande lors d'un festin, ou encore qu'ils boivent dans les crânes de leurs ennemis. Ces témoignages, ils ne mettent pas les Celtes vraiment à l'honneur, et donc ils ont tendance à plutôt les rabaisser, à les mettre à la hauteur de tous les autres barbares qu'on a dans l'Antiquité. Des barbares. Le terme peu flatteur est utilisé par les Grecs, puis par les Romains pour qualifier tous les étrangers à leur civilisation, brossant au passage un portrait incomplet et caricatural des peuples celtes. Comment rétablir la vérité? Il va falloir attendre le 19e siècle et les premières fouilles archéologiques d'ampleur. À partir de ces travaux, les historiens vont mener l'enquête sur l'un des plus grands mystères de l'Antiquité, celui de la véritable carte d'identité de cette civilisation celtique, totalement oubliée pendant près de 2 millénaires. Quel genre de combattants étaient vraiment les Celtes? Pour faire tomber le cliché et démarrer cette enquête, il a fallu partir à la pêche. Une pêche miraculeuse, réalisée dans le lac de Neuchâtel, en Suisse, à la fin du 19e siècle, par un pêcheur qui fouille les eaux du lac pour le compte d'un antiquaire. Ce pêcheur commence à draguer la vase et à remonter avec un jeu de pinces et une gaffe un certain nombre d'objets, une quarantaine, en quelques heures finalement de travail. Les eaux du lac vont livrer un véritable trésor en un temps record. L'importance de cette découverte est si considérable que tous les archéologues de l'époque se précipitent en Suisse pour fouiller le site. Ils vont extraire du lac un incroyable butin enfoui depuis plus de 2000 ans. Que va-t-on retrouver sur le site de l'Athènes? Énormément d'objets en métal, principalement en fer, essentiellement des armes, plusieurs centaines, épées, lances, boucliers. On va y retrouver également de la vaisselle, des outils et un certain nombre de restes osseux appartenant aussi bien à des animaux, principalement des chevaux, et des restes humains. Toute une série d'éléments, un petit peu comme si on avait pris un bout d'une armée puis qu'on avait déposé un petit morceau finalement dans le lit d'une rivière. En quelques décennies de fouilles, ce site archéologique exceptionnel devient le plus important jamais découvert en Suisse. Des objets qui feraient des jaloux encore à l'heure actuelle chez des archéologues de métier,
puisque en l'espace d'une carrière, vous pouvez ne pas en retrouver autant dans cet état-là. Pour ne pas dire que vous n'en retrouvez quasiment jamais. La quantité d'armes extraites des eaux du lac est impressionnante. Et il y a une surprise de taille. La plupart d'entre elles sont dans un parfait état de conservation. À l'Athènes, les objets sont extraordinairement bien préservés parce que, en fait, dans le sédiment humide, sous l'eau, à l'abri de l'air, le fer n'a pas rouillé. Les objets qu'on trouve, ils ont presque l'air neufs. Et ça, c'est totalement inouï. Les armes de l'Athènes et leur incroyable état de conservation vont parler. Et elles démontrent une chose. Les peuples qui les ont fabriquées maîtrisaient parfaitement les arts du feu. Les forgerons celtes ont réalisé là de véritables œuvres d'art. Ces armes, c'est des prodiges de métallurgie. On est véritablement face à un niveau technologique qui était clairement supérieur à celui de leurs homologues, de leurs contemporains romains. Il y a un vrai savoir-faire qui contraste avec l'image du sauvage, barbare, incapable, qui effectivement peut ressortir parfois des textes. Aujourd'hui encore, on a des artisans qui se demandent comment les métallurgistes celtes faisaient pour les faire. On est, on va dire, au niveau des fabricants de sabres japonais. Donc, c'est vraiment le top du top. Avec ces techniques de fabrication ultra perfectionnées, les Celtes atteignent un niveau inégalé jusqu'alors dans les arts du feu. Cette pêche miraculeuse relance l'enquête sur leur mode de vie. Pourquoi une telle quantité d'armes et d'objets, vieux de plus de 2000 ans, a-t-elle été retrouvée ici, parfaitement conservée, dans la vase de ce lac peu profond? La réponse fait froid dans le dos. Il s'agirait, selon nous, d'un monument commémoratif d'une bataille qui a peut-être eu lieu à proximité, un monument où on aurait exhibé non seulement des centaines d'armes et les cadavres de guerriers morts revêtus de leur équipement militaire. Il y a quelque chose d'assez effarant quand on y pense. On estime qu'il pourrait y avoir eu quelque chose comme 200 cadavres fixés sur une structure en bois, là, au bord de la route, en fait. Un trophée macabre qui n'aurait pas été construit au hasard. Son implantation à cet endroit précis, au bord du lac, prouve une chose. Ce site avait probablement une dimension très symbolique pour les Celtes. Le site de l'Athènes en lui-même se retrouve dans un goulet d'étranglement entre les contreforts du Jura et le lac de Neuchâtel, donc finalement une petite bande de seulement quelques kilomètres. Donc peut-être que le lieu a également été choisi à la fois par le fait qu'on soit peut-être sur une marge d'un territoire et également sur un emplacement stratégique sur lequel vont venir passer tous les gens dans la région. Un monument constitué d'un véritable arsenal aux matériaux high-tech. Des lances d'1 kilo seulement, des épées et leurs fourreaux pesant 600 grammes à peine, et des boucliers de protection ne dépassant pas les 5 kilos. Une panoplie extrêmement légère et maniable équipe donc le guerrier celte, qu'il soit à pied ou à cheval. Les armes découvertes ici permettent enfin de dresser un portrait plus précis du guerrier celte et de son équipement de combat. Les armes, elles sont faites pour garantir la souplesse au combat. En fait, il y a une forme d'agilité et il y a un besoin, on va dire, d'envergure. Ça lui permet d'être dans un style de combat très aérien, très léger, très dynamique. Le fourreau, donc, qui est un fourreau métallique, c'est ce que les spécialistes qualifient de rampe de lancement pour l'épée. C'est-à-dire qu'en sortant l'épée de son fourreau, les choses sont tellement bien conçues et fabriquées que quand on la sort, ça augmente la vitesse à laquelle elle sort. Donc tout ça doit évidemment être calculé au millimètre. Grâce à des investigations poussées et à l'étude de leur fabrication,
les spécialistes vont faire parler les armes retrouvées à l'Athènes. Les Grecs, les Romains combattent de manière extrêmement statique, de façon très resserrée, alors que là, le guerrier gaulois se retrouve à avoir des mouvements beaucoup plus amples, avoir une logique beaucoup plus véloce dans sa gestuelle. Ce n'était pas chaotique, ce n'était pas aléatoire. Il n'y avait pas simplement des gens, vous savez, qui se précipitaient sur l'ennemi sans véritable plan. Il s'agissait simplement d'une façon différente de faire les choses, d'une tradition militaire différente qui mettait peut-être davantage l'accent sur les prouesses personnelles de chaque guerrier plutôt que sur les rangs massés de soldats rémunérés. Grâce à cette tactique de combat, le guerrier celte est armé pour résister à l'envahisseur pendant plusieurs siècles. Mais ce n'est pas la seule aptitude dont il dispose pour installer sa puissance et sa prospérité sur tout le territoire européen.